Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne Larouche et bienvenue à Page de Garce, le podcast littéraire où on parle sociaux et politique à partir du point de vue des théories féministes. Ceci est le deuxième épisode d'une mini-série de 3 consacrée à une certaine généalogie du genre selon une perspective occidentale. Donc on verra plus tard comment c'est important aussi de voir comment c'est conçu ici, puisqu'on l'a imposé ailleurs, mais aussi comment le genre est un cadre d'analyse fondamental. Donc le premier épisode tournait autour du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Vous pouvez écouter celui-ci, mais évidemment je vous recommande toujours d'aller commencer par le début, et le suivant va bien évidemment porter sur Troubles dans le genre de Judith Butler. Pour ceux qui écoutent la version vidéo, vous remarquerez bien évidemment que je ne me trouve pas dans le même environnement qu'à l'habitude. On a déménagé, donc ça se peut que tout ne soit pas parfait au niveau du son ou même de la prise de vue. C'est encore dans les balbutiements de ce nouvel environnement d'enregistrement. Donc soyez peut-être un peu plus indulgents, je vais m'améliorer, et bienvenue devant ma nouvelle bibliothèque d'ailleurs qui a beaucoup changé. Donc sans plus tarder, un petit résumé du dernier épisode sur Simone de Beauvoir. On a conclu sur le fait que, selon elle, l'homme et la femme étaient créés par la société, mais qu'on ne peut pas nier la réalité biologique. Donc, il faut libérer la femme dans ce système actuel en lui permettant de vivre comme un homme. Donc, c'est là qu'on a vu que Simone de Beauvoir a posé un peu ce qui sont les bases de la théorisation du genre, mais qu'au final, elle a quand même fini par être différentialiste, et que c'est au travers de notre masculinité ou féminité qu'il faudrait s'accomplir, que c'est par cela qu'on transcenderait, qu'il faudrait plutôt changer le traitement qu'on fait des femmes et l'organisation de comment on traite les femmes dans la société pour qu'elles soient empowered et libérées. Aujourd'hui, on va aborder probablement un de mes courants de pensée préférés avec l'une de ces autrices majeures, parce qu'évidemment, c'est connu que toutes les féministes sont des lesbiennes. Donc, on va aller avec Monique Wittig et le point de vue lesbien. Ça pourrait peut-être être des pensées qui sont peut-être étonnantes pour quelqu'un qui est straight, mais pour tous les gens peut-être comme moi qui écoutent, vous comprendrez assez bien d'où ça vient, que ça veut peut-être même venir expliquer des choses très personnelles que vous avez pu vivre depuis que vous êtes toute jeune. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va soulever ce trésor qui est le génie lesbien, pour reprendre les mots d'Alice Coffin. Donc, le livre d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins La pensée straight de Monique Wittig, qu'on a ici dans un recueil d'essais paru chez Amsterdam, une édition dans laquelle d'ailleurs il y a une préface de Louise Turcotte, qui est une féministe radicale lesbienne québécoise, et aussi de Sam Boursier, qui est la personne qui a écrit Queer Zones. On n'en parlera pas particulièrement, mais je saisis la balle au bon pour faire une recommandation de plus. On a aussi derrière moi Wittig, qui est une biographie de Monique Wittig, bien évidemment, écrite par Émilie Noteris, qui est parue plutôt récemment, dans les dernières années, aux éditions Les Pérégrines, dans la collection Icône, collection que j'adore, ça vaut vraiment la peine de passer voir. Donc si jamais vous êtes vraiment intéressé, vous avez aimé un peu le personnage qu'on va découvrir aujourd'hui, évidemment, une biographie, c'est toujours super intéressant pour en apprendre plus. J'ai une relation assez intime avec Monique Wittig. On pourrait dire, en fait, c'était un épisode que j'avais extrêmement hâte de vous enregistrer. C'est probablement le livre jusqu'à aujourd'hui dans mon parcours de lecture féministe qui a eu le plus d'impact, qui est très fertile dans ma pensée et qui, évidemment, là, on va pas se cacher qu'on a toujours un petit peu plus de facilité avec les choses qui nous rejoignent personnellement. Et ce livre-là, ça a été le cas, qui est vraiment arrivé à un moment super pertinent dans ma vie. On va dire que les autres livres que j'avais pu lire avant celui-là avaient vraiment un petit peu pavé le chemin jusqu'à cette lecture, sans pour autant empêcher que ça soit celle-là qui vienne créer la petite explosion. Elle est un petit peu venue expliquer ce que j'appelais la straight culture avec mes amis pas hétéros. Souvent, on allait parler de ça comme la petite game ou le jeu que les hétéros sentaient entre eux, qui sont tout le temps en train de se draguer, mais en même temps de rester vraiment séparés. Vraiment un jeu auquel participeraient les hétéros, là, qui seraient à la fois de statut social que de statut sexuel en sortant de soirée au bar. On se disait, là, ce bar-là, c'est vraiment la straight culture, surtout les mercredis. Aussi, quelque chose qu'on pouvait mentionner
peut-être qualifier une vidéo qu'on peut regarder ou même le caractère d'un contenu. Par exemple, si j'écoute un film, ça c'est vraiment straight, ça. Et ce n'était pas quelque chose que j'avais nécessairement plus pensé que ça, et je n'aurais jamais pensé même que ça aurait été le sujet d'une pensée philosophique. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a vraiment frappée, et c'est peut-être venu expliquer le petit trouble que j'avais au secondaire quand je ne comprenais pas pourquoi les hétéros pensaient différemment. Qui est Monique Wittig. Elle est née en 1935 en France, elle est morte en 2003. C'est une littéraire principalement, là. Ses œuvres connues sont plutôt des romans dont on pourra reparler plus tard, dont Le Poponax qui est son premier qui a fait parler d'elle, qui a été récipiendaire du prix Médicis, mais aussi des guerrières, là, entre autres. C'est bien évidemment une militante féministe lesbienne. Elle a participé au MLF en France, donc le mouvement de libération des femmes, et aussi d'autres groupes militants avant et après, notamment là, tout ce qui tourne autour des féministes matérialistes, puis les féministes marxistes. Elle est aussi signataire du manifeste des 343, qui est un manifeste célèbre de cette époque du MLF, donc les années 70, dans laquelle plusieurs femmes, philosophes, artistes ont signé un manifeste pour dire « Je me suis fait avorter, il faut légaliser l'avortement ». Il y en a vraiment une tonne d'autres là, qui sont sur cette liste, mais Monique Wittig en fait partie. On voit déjà la trame de ce qui s'en vient. Il y a une petite chicane dans le MLF, et notamment avec les féministes hétéros. Et cette chicane-là va être un petit peu par rapport à la réaction qu'on a avec le dernier podcast là, sur Simone de Beauvoir. Et suite à ce beef, Monique Wittig va quitter la France. Elle va aller aux États-Unis, qui est en fait notamment là que tout le bouillon féministe français va beaucoup prendre en pain aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui même, où ces pensées françaises qui ont migré aux États-Unis reviennent en France, et là, les Français sont choqués. Et c'est là-bas qu'elle va poursuivre son œuvre, notamment avec la pensée straight, qui, malgré le fait qu'elle est française, ça a été écrit en anglais, si je me trompe pas. Et elle est également en relation avec la cinéaste Sandra Zeg. Elles ont fait des films, les deux, écrit des livres, notamment Brouillon pour le dictionnaire des amendes. Donc c'était le petit portrait de Monique Wittig, mais à quoi elle va nous répondre, c'est quoi un petit peu là, ses positions ou sa pensée. Et c'est ce qu'on va répondre aujourd'hui. Les questions principales, ça serait quoi? Est-ce que la lutte féministe, c'est pour les femmes ou pour dépasser qu'est-ce que c'est une femme et l'homme, en l'occurrence? C'est quoi une femme pour Monique Wittig? On s'est posé la même question un petit peu pour Simone de Beauvoir, mais pour elle, ça va être différent. Quels sont aussi les régimes politiques en jeu qui oppriment les femmes? Est-ce qu'il y a uniquement un patriarcat, comme on aurait de la facilité à nommer? Et comment est-ce que ces différents régimes politiques-là vont contribuer à faire que la femme est l'autre de l'homme, comme on l'a vu avec Beauvoir? Est-ce que aussi être gay, c'est juste une orientation sexuelle, ou est-ce que c'est plus que ça? Et évidemment, de la question gay va découler en quoi les luttes sur la sexualité forment un tout avec la misogynie, comment c'est relié, comment c'est une même lutte peut-être même. On va aussi démystifier la fameuse phrase ça veut dire quoi? Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Est-ce que c'est possible d'échapper à être une femme? Et évidemment, en conclusion, on va se demander qu'est-ce que le féminisme de Monique Wittig nous dit sur la lutte à mener et comment est-ce qu'on peut réinterpréter ça dans un monde plus actuel. Bon, évidemment, beaucoup de ces choses-là datent du 20e siècle. Il y a une tonne de choses qui ont changé depuis ce temps-là et évidemment, ça peut être très fertile sans pour autant être exactement applicable. Donc, au début de la pensée straight, il va y avoir quelques éléments introductifs qui vont mettre les bases de la pensée de Wittig. Tout d'abord, elle va parler de l'hétérosexualité comme régime politique. C'est peut-être un peu étrange pour commencer, mais vous allez voir, ça fait beaucoup de sens. En effet, c'est un système politique dans lequel il y a deux classes, une classe d'hommes et de femmes, donc hétéro, pas le même sexe, qui est basée sur la division sexuelle, hétérosexualité, comme système politique. Et l'existence de ces catégories, en fait, ben, c'est ce qui perpétue le système. Parce que s'il n'y avait pas cette hétérosexualité, ben, il n'y aurait pas le système en soi. Il y aurait comme deux solutions à cette oppression qui crée la femme, donc le rapport hétéro, ça serait soit renégocier le contrat social chaque jour, donc se battre pour sa place, ou même fuir en étant lesbienne. Donc on peut voir que tout de suite c'est déjà assez radical comme pensée, qui serait comme une façon de s'empêcher de vivre la misogynie.
par le lesbianisme. Et aussi, elle va parler de féminisme matérialiste. On doit repenser le marxisme pour prendre en compte le travail reproductif, chose qui était en lien avec des choses qu'on connaît. Donc ça, c'est quand même des éléments important à définir pour elle. Évidemment, c'est un recueil d'essais, donc c'est construit avec plusieurs petits sujets qui vont se suivre, mais il y a une progression au fil des articles parce que c'est au fil des années, au fil du militantisme que Monique Wittig a pu faire, et on va voir que au final, c'est ça qui développe sa pensée. Le premier essai s'appelle Catégorie de sexe. Un peu à la Beauvoir, bien évidemment, il n'y aurait pas de femme sans homme pour Wittig. Le dominant, donc l'homme dans la situation actuelle, il va masquer sa domination en excusant par une nature là, qui va aller le différencier du dominé. L'essentialisme, pour Monique Wittig, ben, c'est tout simplement une excuse / une pente fatale vers la hiérarchie, vers l'oppression. Donc là, c'est vraiment à l'opposé de Simone de Beauvoir. La nature ne peut pas être une excuse, ne peut pas être un certain fond. C'est juste une façon de camoufler que l'homme se différencie de la femme. Donc, le sexe ne serait pas quelque chose qui existerait comme ça. Le sexe, ce serait un produit de l'oppression. Donc, je vais vous faire une petite citation à la page 44. « Il n'y a pas de sexe, il n'y a de sexe que ce qui est opprimé et ce qui opprime. C'est l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse. » Sinon, si on disait le contraire, en fait, c'est là le très fort argument de Monique Wittig, c'est que si on dit que le sexe crée l'oppression, ben là, c'est de la misogynie, tout simplement, parce que l'origine de l'oppression serait quelque part au fond de la nature de l'homme, de la nature de la femme, donc rendu là, ben ça sert à rien d'être féministe. Donc forcément, le sexe ne peut pas être rien d'autre qu'une marque de l'oppression. Et en fait, cette différence-là, elle serait tellement ancrée en nous, dans notre culture, dans notre société, que même pas de questionnement du fondement et que ça empêche un réel changement. Après, évidemment, étant donné que ce sont les hommes qui détiennent les moyens de production intellectuelle, de production culturelle, ben c'est évidemment que ça reste. Ils vont pas se mettre à dire « Non, non, on est tous pareils, donc nous sommes égaux. » Ils vont dire peut-être « Aujourd'hui, on est égaux, mais on n'est pas pareils. » Il y a 3 croyances qui vont donc être issues de cette domination par la catégorie de sexe. Elles vont être par des catégories différentes. Donc la première serait métaphysique, la deuxième serait scientifique / sociologique, puis la dernière serait marxiste. La métaphysique, là, pour expliquer rapidement, évidemment, c'est la philosophie qui questionne l'être et l'identité. Donc les deux sexes, ils précéderaient ontologiquement la pensée, que ça existe avant même qu'une société soit fondée. Donc, un peu toujours là. Le sexe est comme une idée qui n'aurait jamais pas été conçue, on pourrait dire. Ça, c'est la domination hétérosexuelle qui nous fait penser ça. Dans l'aspect scientifique, sociologique, mais ça serait les deux sexes sont différents par la science. Donc on va chercher dans les hormones, dans la biologie, dans la génétique, comment est-ce que ce sont des catégories qui sont absolument incompatibles et que ça veut dire que nous sommes pratiquement 2 espèces différentes. Que ces différences-là, surtout, ben elles ont un impact sur le social et que ça veut absolument dire quelque chose, que ton hormone, par exemple de la testostérone, elle veut dire que tu es fort, agressif, courageux, et que, bien évidemment, tu ne peux pas t'empêcher d'aller baiser avec plein de meufs. Donc, c'est un petit peu plus ça qu'on critique, c'est que on ne peut pas détacher le scientifique du social, que forcément, dans son corps, par la science, on va trouver les raisons de pourquoi on est différent. Puis, dans cette domination-là, il y a aussi une croyance, on pourrait dire de marxisme là, patriarcal, où les deux sexes vont diviser le travail naturellement. Où c'est bien normal que la femme s'occupe de laver la table après avoir mangé parce que ça découle du fait qu'elle est le foyer, parce qu'elle met les enfants au monde, etc., etc. On connaît tout ça très bien. Donc, c'est là qu'on voit que l'hétérosexualité est vraiment fondée sur un monde politique et pas juste sur, comme, encore une fois, la relation sexuelle où tu couches avec un gars si t'es une fille une fois, hétérosexuel. C'est vraiment dans l'organisation politique, il y a des rapports hétérosexuels. Étant donné que le rapport d'une catégorie de sexe à un autre crée un jeu de pouvoir, ben fondamentalement c'est politique. Puis dire que l'hétérosexualité n'existe pas, ben c'est juste complètement nier qu'il y a ces disparités de pouvoir là. Évidemment, comme tout système politique, Monique Wittig nous dit que il doit se maintenir
économiquement, qu'il y a des ressources qui vont faire qu'il persiste et continue à entretenir le pouvoir dans l'état qu'il est actuellement. C'est la reproduction obligatoire qui va être imposée aux femmes qui va perpétuer cette ressource-là. Et comment est-ce qu'on fait à partir du moment où on a mis un enfant au monde? Bien évidemment, c'est de continuer à les élever dans les deux catégories pour retrouver les ressources à avoir. J'ai eu une fille, j'ai eu un garçon, la fille va trouver un chum et le garçon, je vais beaucoup l'encourager à avoir une bonne job. Donc, la conclusion de cet essai, catégorie de sexe, c'est que le sexe en soi, ben, c'est rien de plus qu'une réalité physique, comme la couleur de peau. Donc, on doit détruire les réalités sociologiques qui sont associées à cette réalité physique si on veut commencer à exister. Ça, c'est Dixit de la page 50. Donc là, évidemment, il y a une petite comparaison de l'abolition des sexes à l'abolitionnisme en général, l'abolitionnisme qui est relié à l'esclavagisme. Un peu du sport, selon moi, vous connaissez mon avis là-dessus. Il n'y a pas de reconnaissance de l'intersectionnalité non plus, au sens où il pourrait avoir une femme dans cette situation-là. Et c'est vraiment plus la partie où le sexe est vu comme une réalité physique que je trouve que c'est très intéressant. Après, j'ai lu d'autres livres là, de plus tard, après La pensée straight, qui ont peut-être affiné cette pensée, parce que là, on n'a pas nécessairement tous les termes fins qu'on pourrait avoir aujourd'hui, et je crois que ce dont parle Monique Wittig est plutôt des attributs de sexuation, parce que le sexe, au final, on en reviendra plus tard là, dans le prochain épisode, justement, il va être associé beaucoup au genre, mais l'idée de laquelle Monique Wittig parle, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a dans les pantalons, les attributs sexuels ou même, bon là, les hormones qu'on aurait, et c'est pas nier les hormones ou nier la science, là, c'est vraiment nier la signification qu'on leur accorde, et là on va dire oui, mais on fait des études là-dessus. Mais évidemment, comme on le sait, il y a des Européens qui sont allés étudier des groupes autochtones au 20e siècle, un peu partout dans le monde, et ils se disaient cet homme parle, ça doit être le chef. Donc on va toujours apporter notre propre conception de la chose dans l'étude qu'on met. Donc évidemment, si on cherche l'hormone qui rendrait l'homme agressif, ben c'est facile de pointer la testostérone. Donc au final, il faut voir que la sexuation, ben c'est juste un attribut physique, puis que ça n'a aucun sens en vrai qu'on donne des sens à ça, surtout pas pour qu'on attribue des travaux différents. Le prochain essai s'appelle « On ne naît pas femme », un début de phrase qui nous laisse en suspens, une phrase célèbre qu'on a expliquée dans le dernier podcast. Et il n'y a que le début, et c'est pour une raison particulière. Voici pourquoi. Tout d'abord, Monique Wittig va nous dire que les femmes ne sont pas un groupe naturel, qu'on reconnaîtrait nécessairement entre elles tout simplement sur le fait qu'elles ont les mêmes organes sexuels. Premièrement, elle va critiquer la biologisation des rôles dans la nature ou la grotte là, originelle contre Beauvoir, un petit peu comme je viens d'expliquer. Cet homme parle, il doit être le chef, comme on a mentionné dans le dernier épisode. Donc cette idée, elle va critiquer cette idée que la société humaine repose nécessairement sur l'hétérosexualité. Pourquoi est-ce que on devrait avoir évolué à partir nécessairement de comment on fait les bébés et pas nécessairement à partir d'un groupe tout simplement qui se tiendrait d'une façon différente de la conception familiale qu'on a aujourd'hui. Elle va dire que cette hétérosexualité-là, elle est en quelque sorte la matrice nécessaire à la société actuelle patriarcale. Elle dit aussi qu'en fait on prend la marque pour la cause, encore une fois. Si on prend la réalité physique pour la cause de l'oppression, alors que c'est cette réalité physique-là qui est produite, en fait, on va remarquer les différences parce que, en fait, on cherche à trouver quelque chose qui nous relierait particulièrement, bon là c'est le nous comme si j'étais l'homme, pour mieux dominer les femmes. Et aussi, en fait, c'est une preuve que cette différenciation qu'on fait des êtres humains, ben elle est effectuée dans une interprétation qu'on va prétendre objective. Et c'est aussi la preuve que cette différenciation qu'on va effectuer, c'est une interprétation d'une réalité physique qui n'est pas objective. On cherche à reproduire ce qu'on a comme modèle actuellement. On a déjà ici un petit sprinkle de post-structuralisme déjà. Aussi, on aurait toute cette preuve de la contrainte à l'idéal. Donc si on ne se conforme pas à l'idéal de la femme et à l'idéal de l'homme, ben, on va avoir une destitution de notre statut. On est beaucoup mieux compris en société si notre caractère féminin ou masculin est réussi, on pourrait dire. Donc il faut être une vraie femme
pour être une femme. Monique Wittig va nous dire qu'il y a beaucoup d'antiféministes qui vont accuser les féministes de vouloir être des hommes au travers de ça, à la place de vouloir être une bonne femme, mais ne pas vouloir être une femme. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut devenir un homme pour autant. C'est comme si on restait dans cette binarité là, prisonnière dans laquelle on ne peut pas sortir. Un bon pas dans la bonne direction, ça serait plutôt de sortir de la catégorie imposée en refusant l'hétérosexualité parce que c'est elle qui va créer les catégories homme-femme. C'est là que Monique Wittig va nous mettre en garde par rapport à tous les discours qui vont vraiment encenser la féminité. Les lesbiennes ne sont pas imperméables à ça, plutôt. Encenser cette féminité-là, un peu avec les discours du divine féminine, qu'est-ce qui serait actuel, mais c'est accepter les meilleurs traits de notre oppression. Je comprends qu'on est belle puis qu'on peut se faire payer des verres si tu embraces ton divine féminine, mais honnêtement, tout ce qui vient autour de ça, je ne pense pas que c'est une grande libération. La lutte pour la femme, qui est cette féminité-là qu'il faut revaloriser, à laquelle il faut se conformer, en fait, c'est une oppression en soi, et ça l'entretient aussi. C'est quelque chose que je pense qu'on pourrait très facilement lier avec l'intersectionnalité. Monique Wittig n'est pas la plus grande penseuse intersectionnelle, évidemment, on aura deviné, mais évidemment, même du point de vue du genre où elle pensait plus spécifiquement dans cette visée-là, on le voit déjà que de toute façon, quand on essaye d'avoir un espèce de sujet universel de la femme, blablabla, de toute façon, ça crée un idéal beaucoup trop restreint qui va souvent être au désavantage de toutes les autres femmes qui veulent pourtant être libérées aussi. Par exemple, les femmes racisées, comme on a pu voir dans les épisodes sur l'intersectionnalité, mais aussi les femmes qui ne sont pas si facilement capables de rentrer dans le moule de la femme hétéro, par exemple, les femmes queer. Il y a une phrase vraiment choc qui est venue après ça, à la page 59, qui est à propos du féminisme, parce qu'après toute cette réflexion-là, on se dit, à quoi sert le féminisme si je ne peux pas lutter pour la femme, si je ne peux pas définir la femme, si la femme, en fait, n'existe que par l'oppression. Ça revient à voir un peu la définition de qu'est-ce que c'est le féminisme de Monique Wittig, évidemment, parce qu'elle va nous le dire assez clairement. Pour beaucoup d'entre nous, ça veut dire quelqu'un qui lutte pour les femmes en tant que classe et pour la disparition de cette classe. Le nom du féminisme serait beaucoup plus en continuité historique avec qu'est-ce qui est venu avant. Elle mentionne notamment les suffragettes, mais aussi le lien politique avec les mouvements de pensée. Forcément, si on lutte pour la disparition de la classe des femmes, les femmes vont arriver dans un état d'égalité où elles n'auront même plus à penser qu'elles sont des femmes, où elles seront tout simplement égales à tout le monde. C'est vraiment quand j'ai lu cette phrase-là que je pense que ma vie a changé. Je me souviens où est-ce que j'étais, je me souviens ce que j'ai fait ces journées-là. C'était vraiment une espèce de vortex dans lequel je suis tombée, où j'ai découvert là, cette pensée-là, où j'ai vu plusieurs portes ouvertes, en fait. Souvent, je trouve que le féminisme, comment il est représenté, c'est un petit peu corny, c'est un petit peu une certaine identité qu'on essaye de nous mettre. Pas que c'est difficile d'être prise au sérieux, mais j'ai plutôt l'impression que ça nous mène pas nécessairement à une égalité sérieuse. C'est plus ça que je veux dire. Le féminisme de page Instagram où par exemple, j'avais vu un certain livre à la librairie où j'ai travaillé avant mon déménagement qui était assez populaire, puis c'est Elle investit, finance au féminin. Puis c'est pas pour blâmer les femmes qui tombent là-dedans, parce que je pense qu'on grandit tellement là-dedans que ça prend quand même un électrochoc pour nous en sortir. Donc, selon moi, ça a été beaucoup plus ouvert, en fait, puis de voir qu'est-ce que je pensais vraiment, plus c'est peut-être un petit peu hilarant, là, qu'est-ce que je veux dire, ça n'a pas vraiment de lien, puis non plus, cet auteur-là, je ne pense pas nécessairement que j'aimerais particulièrement ces livres-là si je les lisais aujourd'hui. Je repense beaucoup dernièrement à qu'est-ce qui m'a rendu fertile pour ces idées-là, qu'elles fassent du sens dans ma tête, et surtout pourquoi aussi je me disais, mais en vrai c'est une évidence, là. C'est quand même ça que je pensais avant, mais j'arrivais pas à mettre les mots dessus, et c'est vraiment ma lecture, en fait je reviens à cette conclusion-là, et quand j'étais au secondaire, j'avais lu le livre Les fourmis de Bernard Werber. On ne peut vraiment pas passer à côté de ce livre, évidemment il faut tout le temps que j'en parle, ok? C'est un livre qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne m'ont jamais entendu parler de ce livre trop de fois,
On suit une colonie de fourmis en même temps d'une enquête là, d'humains, mais on finit par suivre aussi plein d'animaux en même temps. Et c'est cette idée où ça m'avait vraiment fait remettre en question, en vrai, qu'est-ce qui est humain, là, parce que aujourd'hui, là, j'ai plus de mots pour le décrire, peut-être aussi qui vont comme plus correspondre à des pensées philosophiques, là, mais c'est comme ça que je l'interprétais dans ma tête là, auparavant. En vrai, si la fourmi peut vivre cette histoire-là, si la termite, si le rat, si tous les autres animaux qu'on a pu voir, là, les oiseaux, n'importe quel, ont autant comme cette existence, au final, ils sont pas vraiment différents de nous, là. Dans plus le rapport du genre, mais je me suis beaucoup questionnée par rapport à cette perpétuation-là. En fait, il y a beaucoup le lien, là, dans Bernard Werber, on va voir les générations d'animaux qui vont l'un après l'autre. Donc, il y a la question de la reproduction. Et au final, quand on a l'animal, on le voit moins tant pour c'est l'animal femelle ou mâle, plus que c'est un représentant de son espèce, il va faire perpétuer son espèce. Dans le principe, là, c'est très évolutionniste, là, qu'est-ce que je suis en train de dire. J'ai pas vraiment nécessairement remis ça en question non plus. Je suis encore dans ce cadre intellectuel-là, au sens où on prend cette prémisse-là où les espèces cherchent peut-être ou ont peut-être certaines caractéristiques physiques qui vont permettre la perpétuation de l'espèce. Ben c'est juste ça, dans le fond. C'est tous des membres et si certains d'entre eux se rencontrent à un certain moment, ça va donner un descendant. Et c'est tout. On n'est pas nécessairement tant des hommes que des femmes que des humains, ok? Et j'avais vraiment longuement réfléchi à ça, et ajoutant le fait que je ne m'avouais vraiment pas que j'aimais les filles, je pense que j'avais vraiment les conditions pour comprendre cette phrase, que pour beaucoup d'entre nous, ça veut dire quelqu'un qui lutte pour les femmes. En tant que classe, c'est pour la disparition de cette classe, parce qu'en vrai, elle n'a aucun sens, là. Elle a un sens si on souhaite participer activement à l'hétérosexualité. Elle a un sens aussi si on ne voit pas que nous sommes tous humains. Et c'est ça aussi que les mouvements féministes nous disent là, depuis vraiment longtemps. Non, nous sommes égaux, là, nous sommes pareils, nous sommes faits de la même chose. Et les gens vont dire genre, c'est vrai que nous sommes égaux et que nous sommes pareils. Mais attention, nous ne sommes pas faits de la même chose. Et c'est vraiment là le problème. Enfin bref, continuons avant que je parte sur cette dérive. Bref, Wittig est fondamentalement contre les différentialistes parce que ça attaque l'infériorité des femmes en acceptant le fondement que la femme est unique et que on va prétendre l'égalité dans la différence. Donc évidemment, selon moi, avec tout ce vécu-là aussi, ben je pense que un féminisme qui se prétend libérateur alors qu'il soutient l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas libérateur, ce n'est pas particulièrement féministe non plus. Donc cette phrase-là qu'on va souvent voir ou entendre pour l'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'il faut améliorer la situation entre les hommes et les femmes, et souvent j'ose dire le misogyne, comment je l'entends, parce que non seulement est-ce qu'elle conserve les catégories, le différentialisme, mais aussi souvent, là, ça a un petit peu la petite connotation beauvoirienne. Quand on dit entre les hommes et les femmes, c'est comme si on disait les femmes doivent atteindre le statut des hommes, alors qu'on sait bien que les hommes aussi sont tout à fait formés par cette société. Donc, l'étape 1 que Monique Wittig va nous dire un peu, commençons par ici, mais ça va être dissocier les femmes de la femme. Donc, le mythe social de la femme, qu'on se dit, bon, ben, moi j'ai des seins, j'ai un vagin, je suis belle, etc. Je suis une femme. Il faut dissocier, ça ne veut rien dire. J'ai certaines particularités sur mon corps, comme plein d'autres particularités sur mon corps. Je suis peut-être intéressante à regarder, mais comme plusieurs autres personnes, et on s'en fout ce qu'ils ont dans les pantalons. Donc évidemment, elle va appeler les mouvements de gauche en général d'arrêter les accusations qu'on divise, parce que évidemment, s'il n'y a pas de reconnaissance de l'expérience de la classe des femmes, de l'expérience spécifique, c'est peut-être parce que la gauche ne pense pas à tout le monde. Et du côté des femmes, évidemment, il y a vraiment tout le travail où il faut par soi-même, ben, se dissocier de cette femme-là, la femme, par nous-mêmes. Il faut se voir comme individu et comme sujet, parce que ben, la conscience, ah oui, c'est vrai, c'est ça, il y a la classe des femmes, ben, ça ne suffit pas de dire j'appartiens aux femmes. Il faut vraiment remettre en question le fait que la femme est un objet, qu'elle est l'autre, et ben c'est en se prétendant activement comme sujet. Mais pour Monique Wittig, c'est impossible d'être dans cette hétérosexualité politique-là
en essayant de se prétendre sujet, parce que l'hétérosexualité en soi nous objectifie. Devenir sujet, bien évidemment, ça serait en réorganisant la conception de la société par tous, par le langage et aussi entre le passage de la théorie à la pratique. Aussi, se voir comme sujet, ça permet de tracer les liens entre des problèmes autrement vus là, comme vraiment individuels vers une vision que ce sont des problèmes sociaux dont la provenance est une institution, la sexualité, et que c'est social, parce que souvent on va se dire « ouais, mais c'est juste moi, je pense pas que les autres filles vivent les mêmes affaires que moi », ou même on ne va pas nécessairement penser que d'autres personnes vont vivre ces affaires-là, on va penser que c'est vraiment juste nous, mais si on se voit vraiment comme sujet, on va remarquer les liens et que nous sommes un groupe, en fait, qui est formé par ces institutions-là. C'est là que Monique Wittig va nous introduire là, au lesbianisme politique, va nous le présenter comme une solution pour le moment. Et c'est ça aussi que souvent, là, je vais critiquer au lesbianisme politique, que c'est un petit peu une solution pour le court terme, qui ne va pas nécessairement changer plus loin que ça, et parce qu'elle va nous dire que pour le moment, ça nous fournit la seule forme sociale dans laquelle nous puissions vivre libre, à la page 64. C'est pas un absolu dans un monde dégenré, le lesbianisme politique. Dans un monde dégenré, là, il y aurait même pas ça, on pourrait dire comme concept. La lesbienne, elle le voit plus comme une transfuge de classe. La lesbienne, étant donné qu'elle ne participe pas à l'hétérosexualité, on aura tous très bien compris entre les lignes. Donc, en résumé de cet essai-là, on ne naît pas femme. Le but, ce serait en fait une nouvelle définition de qu'est-ce que c'est une personne. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dire homme-femme en premier, au-delà des catégories de sexe? En fait, est-ce qu'on a besoin de le dire du tout? Là, ça, je ne pense qu'on s'en calisse. Le prochain essai est le banger de Monique Wittig, La pensée straight. Avec catégorie de sexe et on ne naît pas femme, tout nous mène pas mal à ça. Et c'est là qu'elle va commencer à parler de langage, et c'est là aussi que je trouve drôle. Tout ce que le monde réactionnaire d'aujourd'hui vont dire « Ah ouais, mais là, comme tout le monde aujourd'hui, commence à parler des pronoms, puis c'est une dérive hyper récente, blablabla. » Alors que Monique Wittig nous dit que le langage, c'est l'énonciation politique. Les significations, mais ça permet de s'attaquer à l'idéologie, parce que les mots ont des sens. Là, ça veut exprimer qu'est-ce qu'on pense que ça devrait être, qu'est-ce que c'est actuellement. C'est des symboles. Et dire que ce ne sont que des mots, blablabla, que c'est inutile, que ça ne change rien, c'est mettre cette impression de naturel ou de neutralité au-dessus de qu'est-ce qui peut être en réalité une oppression. Et pas juste genre l'oppression, c'est les mots. C'est les mots nous prouvent ça, en fait. Et encore une fois, c'est là qu'on voit que Monique Wittig est quand même en accord avec les pensées plus post-structuralistes. Parce qu'elle va nous dire qu'il faut requalifier l'idéologie dominante. L'idéologie dominante va être ici l'idéologie patriarcale, on pourrait dire, mais dans d'autres sphères, on pourrait dire l'idéologie blanche, etc. Et vraiment au sens plus large, là, pas dire que, mettons, tout ce que l'idéologie patriarcale est fausse, mais au moins dire d'où est-ce qu'elle vient, en fait, qui est-ce qui dit ça. Ça vient d'un certain point de vue particulier. Donc, étant donné que c'est impossible qu'une pensée ne soit pas biaisée, j'ai mes biais, vous qui écoutez ce podcast avez vos biais aussi, c'est impossible de dire comme « ouais, moi j'ai vraiment la pensée neutre ». Et il faut redonner, en fait, plutôt ces biais légitimes pour empêcher que la pensée dominante elle se prétende neutre et objective. Le discours, c'est un moyen d'oppression aussi, mais comme je disais, vraiment la marque de l'oppression qui va contaminer ensuite, un peu comme un engrenage, on pourrait dire, étant donné que moi, le patriarcat, je crée les catégories de sexe et que j'ai ce discours binaire, j'entretiens cette réalité-là. Le fait que j'ai le mot femme et j'ai le mot homme, c'est une conséquence que j'ai créé deux catégories. Et Monique Wittig va nous dire c'est important d'utiliser des nouvelles catégories pour que ça bouleverse le discours. Par exemple, elle à son époque, c'est gay, lesbienne, mais aujourd'hui, on en aurait une tonne de plus qui serait en dehors du spectre homme-femme. Et à la page 72, elle nous parle un peu du questionnement qu'on a de qu'est-ce que c'est femme, qu'est-ce que c'est homme, notamment depuis Beauvoir, les années 50. Elle nous dit à la page 72, comme je disais, ces catégories brutalement remises en question ne continuent pas moins d'être utilisées sans examen par la science contemporaine. Donc peut-être que du côté des sciences humaines, on va vraiment se dire qu'est-ce que c'est femme, qu'est-ce que ça veut dire socialement, mais du côté des sciences vraiment là, appliquées, elles vont continuer à flyer avec aucune présomption, continuer au fond à produire un discours
scientifique qui ne va pas du tout aller peut-être avec le développement social. Puis là, je dis pas juste genre l'avancement social, mais peut-être aussi que on ne peut pas tout à fait séparer philosophie de science. Et c'est là qu'elle va introduire le concept de pensée straight. C'est un système de pensée qui comprend autant les théories, les disciplines, les courants, les idées. Et cette pensée-là, elle regroupe tout ce qui est comme science, vraiment autant sociale que scientifique, dont les idées centrales seraient hommes, femmes, différences, histoire, culture, réel, etc. et qui le voit comme un fond indestructible, que c'est comme une donnée qui a toujours existé, qui existera toujours, que si je pars à partir de ça, j'ai pas besoin de questionner. Alors même que, genre, le premier cours de cégep, de philo, c'est tout le temps... il faut aller tout de suite questionner les données de la question. Fait que là, si j'ai une question sur, par exemple, pourquoi est-ce que je vis, il faut que je me demande d'abord c'est quoi vivre. Mais soudainement, quand c'est hommes et femmes, ah là, ça c'est correct, ça on sait c'est quoi. Hein? Donc la pensée straight, elle le voit un petit peu, pour utiliser un petit terme Minecraft, comme le bedrock de la pensée. On a remis en question pourtant les liens entre nature et culture, et qu'on a déterminé que tout est culture. Là par contre, homme-femme, c'est vraiment la nature indestructible dans le reste qui est culture. Et c'est là aussi qu'elle va pointer le désaccord avec Beauvoir, parce que Beauvoir nous dit, non, en vrai, c'est la culture. Sauf ça. Le principe fondamental de la pensée straight, ben, c'est l'altérité, avoir un autre à tous les niveaux, à chaque fois, sur le niveau sexuel, mental, par exemple. Donc, soutenir cette différence-là, encore une fois, est une façon de nier l'oppression, et il faut se considérer en dehors de cette pensée, il faut radicalement break up avec, notamment ce contrat hétérosexuel qu'on passe en s'engageant dans ce mode de pensée. Donc évidemment, là, le contrat hétérosexuel, on en reparlera, c'est un appel au contrat social de Rousseau, mais il faut arrêter en fait de participer à cette économie de pensée-là. Et là, la page 74, elle nous dit « Si nous, lesbiennes, homosexuelles, nous continuons à nous dire, à nous concevoir des femmes, des hommes, nous contribuons au maintien de l'hétérosexualité. » C'est là qu'elle nous dit cette finale fracassante de l'essai, qui est probablement la phrase la plus connue de Monique Wittig, qu'elle a d'ailleurs prononcée en discours. J'aurais aimé ça être là juste pour voir. Qu'est-ce que la femme? Branle-bas général de la défense active. Franchement, c'est un problème que les lesbiennes n'ont pas. Simplement, changement de perspective, il serait impropre de dire que les lesbiennes vivent, s'associent, font l'amour avec des femmes, car la femme n'a de sens que dans le système de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Donc pendant que les hétéros s'acharnent à définir la femme, d'autres réalisent que le concept de femme-homme, ben, c'est le fruit et vecteur du problème dont les lesbiennes sont émancipées, en fait. Pas plus compliqué que ça. Donc, la réponse là, du lesbianisme politique, en fait, est faite en lien avec le fait d'être en dehors de l'hétérosexualité dans la conception de Monique Wittig. Parce que dans le couple hétérosexuel, il y a constamment ce sous-entendu que nous sommes différents et que, en fait, il y a la rencontre hétéro. Donc, la rencontre hétéro, il y a la création de l'homme et la femme. Donc, les lesbiennes, en étant avec une femme, c'est comme si cette différence-là disparaissait. L'autre essai principal serait à propos du contrat social. Je crois qu'il éclaire bien la fin de la pensée straight, parce que, nécessairement, il faut parler un petit peu du contrat social de Rousseau. Le langage est l'outil du contrat social. En fait, qu'est-ce que Rousseau nous dit? Ben, c'est plutôt de demander d'examiner les règles imposées par la société. Puis si elles garantissent pas un droit ou une liberté que j'aurais autrement pas dans la nature, dans cet état de nature, le fameux de Rousseau, ben la société, en fait, elle nous joue un tour par rapport au droit ou la liberté que c'est. Donc, c'est là qu'on qualifierait l'impossibilité de donner un droit, parce que ça serait juste un droit qu'on aurait déjà. Là. Selon la sauce Wittig, ben l'hétérosexualité, c'est pas perçu comme une institution, mais perçu comme naturel, alors que ça ne l'est pas. Il y a une variable vraiment manquante là, dans ce contrat
qu'on applique pourtant à plusieurs autres endroits, étant donné que la femme est toujours perçue comme naturelle, alors que l'homme, lui, il est en dehors de la nature, il est socialisé. Donc, étant donné que cette femme est comme constamment rattachée à son corps, à ses règles, que c'est plus naturel, puis l'enfantement, etc., on connaît l'association femme-nature, elle est tout simplement exclue du contrat social. Et c'est là que ça crée le paramètre gouvernant-gouverné, qui est une matrice de la relation hiérarchique, en fait, l'exclusion du contrat social. Donc, l'hétérosexualité, là, pour le redéfinir un petit peu plus précisément par rapport au contrat social, mais ça serait le système obligatoire, ce silence imposé dans la formation du contrat social qui n'est pas un consentement, parce qu'on sait sans oui, c'est non. Et si on ne demande pas l'avis à quelqu'un, c'est toujours non. Donc, il n'y aurait comme même pas le langage, il n'y aurait même pas de contrat social. Donc, le contrat hétérosexuel est comme fondamentalement infondé. Évidemment, les lesbiennes échapperaient à ce contrat hétérosexuel qui est un faux contrat social. À la page 87, elle nous dit le rompre le contrat social en tant qu'il est hétérosexuel. C'est une nécessité pour qui n'y consent pas. En fait, consentir, ça serait accepter sa soumission, parce qu'évidemment, on n'a pas participé à l'établissement de ce contrat social-là, donc il faut absolument le rompre, et d'où la nécessité de sortir de l'hétérosexualité en tant qu'il est un système imposé et qu'il n'a jamais compris les femmes dans son élaboration. Je me souviens que ce texte-là m'avait un petit peu moins marqué à la première lecture de La pensée straight. Il y avait certaines choses que c'était peut-être un peu moins clair, et même là, quand je suis repassée dessus récemment pour le plaisir et aussi pour ce podcast, j'ai comme réalisé plein de rêves que j'avais maintenant, et notamment ce texte que j'avais trouvé comme parce que j'avais pas vraiment compris. Au final, je trouve qu'il est vraiment super intéressant parce que la notion de contrat social a vraiment beaucoup été rediscuté, notamment il y a un essai qui est paru chez Mémoire d'Encrier qui est le contrat racial, et je sais aussi que sur ma liste d'essais féministes il y a le contrat sexuel de Carol Pateman, dont je ne connais pas grand chose outre le fait qu'il est assez cité et en note de bas de page, et aussi parce que c'est sur le même sujet et j'aimerais aller plus loin. Il y a encore plusieurs essais là, dans ce livre, on va passer un petit peu plus rapidement, mais qui peuvent vraiment être intéressants, notamment sur les questions de langage et de marxisme. Donc le premier, qui s'appelle Homo Sum, est sur le marxisme, et on nous dit que l'universel, mais en fait c'est pas universel, c'est toujours la condition de la classe dominante, un classique, et que dans le fond dans le marxisme traditionnel on ne voit pas que certaines luttes précèdent le capitalisme et que ça crée de l'oppression malgré la classe, et que la classe, ça ne peut pas être le seul cadre de pensée étant donné qu'il est celui de la classe dominante masculine. Pour Wittig, l'échec de la lutte des classes, ça se trouve dans le gel de la dynamique marxiste, comme si elle était pour toujours immuable. Donc souvent, il va avoir l'idée, on va comme faire une comparaison exacte là, entre bourgeoisie, les hommes, le prolétariat, les femmes, mais substituer une catégorie pour une autre, ça ne suffit pas parce que ça conserve les catégories philosophiques, comme on sait, par exemple, le but et qu'il n'y ait plus ces catégories-là en passant par exemple, la révolution du prolétariat, mais pourtant, ça ne peut pas nécessairement s'appliquer, continuer d'utiliser les mots, les sens, les symboles de l'oppression, ça nous mène pas vraiment nulle part. Contrairement au marxisme traditionnel qui va être vraiment comme il y a une révolution aujourd'hui et après voilà, prochaine étape, pour Monique Wittig, on ne peut pas attendre la victoire pour se déclarer égal, il faut se considérer ontologiquement comme cela dès maintenant, donc c'est comme à nous tout de suite de créer cette révolution-là, et c'est là que je crois que ça rejoint beaucoup l'hégémonie de Gramsci, et c'est pour ça que Gramsci est sur ma liste. Ensuite, autre petit essai intéressant, on a le cheval de Troie / marque du genre. C'est là qu'on voit que le mot genre fait son apparition dans le vocabulaire de Wittig. Les années passées, je crois qu'on est plus au 90 environ. En fait, évidemment, elle a fait le lien avec le genre parce que c'est de ça dont elle parlait depuis tout ce temps. La langue, en fait, c'est la forme qui précède le sens. Et les langues, en fait, portent des concepts genrés. Donc, les catégories grammaticales sont aussi des catégories sociologiques. Donc, il faut déloger la réalité sociologique de la langue parce qu'étant donné que la langue et l'énonciation politique, c'est une roue qui tourne. Et c'est là que c'est un petit peu intéressant pour Wittig, là, après, pour plein de penseuses, c'est intéressant de voir comme vraiment précisément
quelle est la conception hyper précise du genre, est-ce qu'il y en existe un seul, il y en existe deux, s'il y en a un seul, c'est-tu femme ou homme, enfin bref. Mais pour Wittig, il y en existe juste un genre et c'est le masculin puisqu'il est universel. C'est là qu'elle suggère d'utiliser le on, de changer les pronoms. C'est notamment qu'est-ce qu'elle va faire là, dans le Poponax, qu'elle parle uniquement au on si je ne me trompe pas, mais un peu là, des expérimentations avec les marques du genre déjà à l'époque, donc non, ce n'est pas un délire qui vient tout juste d'arriver, c'est des gens là, qui ont pensé à ça. Selon Monique Wittig, la lutte pour la féminisation des mots, mettre tout au féminin, ben c'est vraiment une affaire de différentialiste, donc sinon une solution provisoire quand il y a un abus du masculin, évidemment. Il faut penser au-delà de ça. En conclusion, qu'est-ce que le féminisme de Monique Wittig nous donne à penser sur la lutte à mener? Premièrement, la femme, c'est l'expression naturalisée d'une oppression qui se base sur l'idée de la différence. L'hétérosexualité, c'est l'institution politique qui crée et neutralise ce rapport dont le dominant est l'homme. Le moyen de se sortir de cette oppression est la destruction de ces catégories. D'ici là, nous devons fuir l'hétérosexualité, notamment par le lesbianisme politique. On se rappelle que c'est un féminisme pour dépasser l'état de femme. Les grands aspects de lutte, on pourrait dire là-dedans, le premier, ça serait vraiment l'abolition de l'essentialisme du genre, et ça, on le ferait par la rupture du contrat hétérosexuel en défaisant la pensée straight. Arrêter de penser hétéro, penser binaire, penser nature. Deuxièmement, Monique Wittig nous dit de remettre en question la fondation de la nature versus la culture, notamment dans la création de la connaissance, donc tout ce qui est épistémologie. Donc, il faut vraiment utiliser la langue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil politique duquel il faut repolitiser les catégories. Être queer, là, pour Monique Wittig, c'est pas une orientation, c'est vraiment une catégorie politique. Et la tentative là, de « Ah oui, mais je sentais au fond de moi, là, j'étais gay », ou comme on pourrait dire « Ouais, mais moi, je suis profondément hétéro, puis comme mon corps est fait comme ça, blablabla », ben c'est en fait toujours une tentative de biologisation de la sexualité, alors qu'au final, la sexualité est à l'origine de la création du genre, parce que, comme on dit, les lesbiennes ne sont pas des femmes, mais comment est-ce qu'on se rencontre, crée les catégories. Donc dire que son orientation sexuelle est inscrite en dedans de soi, c'est fondamentalement là, se scarifier d'une essence féminine ou masculine. Donc il faut vraiment voir que le queerness, c'est politique. Et c'est là aussi, peut-être que... des fois, on voit que les mouvements actuels LGBT n'ont peut-être plus la radicalité de Stonewall, qui peuvent être un petit peu moins intéressants, on pourrait dire, quand ça tombe là, vraiment dans comme cette hyper-biologisation-là, qui va être ni plus ni moins une assimilation au modèle hétéro. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a encore besoin de cette étincelle où on voit que le queerness, ben c'est la révolution. Et de là, la conclusion de Monique Wittig qui est aussi que les féminismes doivent être queer, au risque d'être misogynes, mais critiques. Maintenant, de Monique Wittig, encore une fois, c'est vraiment plus comme qu'est-ce que moi j'en pense. C'est par rapport au lesbianisme, tout d'abord. C'est pas parce que le lesbianisme radical permet la fuite de l'hétérosexualité qu'on arrête soudainement d'être une femme. Je trouve que Monique Wittig saute peut-être trop vite aux conclusions dans cette sortie de l'hétérosexualité. Bon, oui, est-ce que t'es beaucoup plus sortie de l'hétérosexualité qu'une femme hétéro? 100%. Mais c'est un peu comme avoir peur de quelque chose et fermer la lumière, genre. Le monstre va encore être dans ta chambre s'il était là. Un bout manquant, là, dans l'analyse du contrat hétérosexuel, parce que, en fait, un peu ce que je remarque là, c'est qu'il est imposé partout, sur tout le monde et tout le temps. C'est pas parce que je suis lesbienne qu'à l'épicerie je suis pas une femme, parce qu'on sous-entend tout le temps en fait cette relation sexuelle hétéro sur mon corps et qui va constamment me faire femme. Donc Monique Wittig, on dirait que par cette idée de lesbianisme politique, c'est un petit peu juste que dans la relation de couple, l'hétérosexualité se produit. Après, c'est comme très l'époque, là, on pourrait dire, là, de fuir dans une commune, aller vivre ailleurs. Il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans, mais ça reste assez individuel, là, on pourrait dire tout ça. Je pense qu'il faudrait plus analyser pourquoi est-ce que l'hétérosexualité se produit en tout temps. Et c'est aussi là qu'on voit que les femmes, en fait, sont
constamment appropriées par les hommes parce que c'est constamment des femmes, en fait. Donc, le statut de femme qui est, en fait, la marque de l'appropriation par tous les hommes. Et c'est là que je trouve un peu étonnant parce que Monique Wittig a quand même beaucoup de liens avec les féministes matérialistes qui parlent de ça, justement, que on est approprié personnellement. Chaque femme est appropriée par les hommes et l'ensemble des femmes sont appropriées par les hommes, mais ou quelque chose comme ça, à peu près. Soudainement, c'est comme s'il y avait uniquement le rapport personnel. Également, dans la vision de la fuite, encore une fois, là, j'ai l'impression que c'est un peu une fugue, mais les parents restent à la maison. Hein. Quand tu reviens, ça va être encore ça. Et pas pour dire, genre, forcément, tu vas revenir, mais c'est juste que c'est comme une solution qui laisse le système en place. Donc, s'il y a une situation de merde avec tes frères et sœurs vont encore vivre ça, même si toi t'as fugué. Donc, peut-être que tes frères et sœurs vont reproduire les mêmes systèmes quand eux vont être grands et vont avoir des enfants. Donc, c'est une solution, le lesbianisme politique, qui se pense vraiment en conservant le système en place plutôt que de le changer. Après, je sais que Monique Wittig le dit comme en attendant que. Mais souvent, dire en attendant que et pas penser plus loin, ben c'est en fait comme buter à cette solution-là qui devient une fin en soi, on pourrait dire. Et je trouve aussi que cette idée de lesbianisme politique, elle se base beaucoup sur l'individualisme où chaque femme doit se libérer elle-même, doit passer par l'oppression avant de fuir et de se libérer, blablabla. C'est une vision à court terme. Au final, ça finit quand même par revenir dans le cul-de-sac où on essentialise un peu la lesbienne. Le lesbianisme politique ne fait que de sens tant que la femme existe. Donc au final, oui, c'est une solution temporaire, mais elle entretient toujours la chose. Donc comme je vous disais aussi, il y a le risque de créer une naissance lesbienne, beaucoup d'opposés homo-hétéro, et en fait sans l'une ou l'autre, mais on soutient encore le système. Quand on dit hétéro, on sous-entend toujours homo parce que ça s'oppose, et inversement. Donc, la lesbienne a toujours besoin du genre pour se définir. Il y a beaucoup de discours sur Internet que c'est genre « Ah, maintenant, c'est comme « Lesbians are non-men loving non-men », etc., etc. Je sais que c'est comme du discours TikTok, mais malheureusement j'en suis victime et à quelque part je trouve qu'il y a une pertinence là-dedans, mais c'est là qu'on voit aussi le cul-de-sac dans lequel on est et à quel point la sortie de l'hétérosexualité ne peut pas être dans cette essence-là et qu'il y a peut-être d'autres façons de sortir de l'hétérosexualité. Monique Wittig pensait avec les moyens de son époque. Et comment est-ce qu'on pourrait adapter ça aujourd'hui? Ben si le lesbianisme, autrefois, c'était la seule façon d'échapper à la classe de sexe, genre, bon, les mots d'aujourd'hui, le genre, c'était à l'époque le lesbianisme politique. Mais pourquoi pas aujourd'hui une espèce de possibilité de non-binarité politique? On a vu justement, pas nécessairement la création, parce que ce sont des concepts qui existaient déjà, mais on pourrait dire la popularisation chez les hétéros de la connaissance de ce concept, puis c'est en fait une façon de résister au sens hétéro dans le genre imposé, en même temps que dans le processus de création du genre, qui est, évidemment, on le connaît, la sexualité. Par exemple, quand t'es non-binaire, oui, on sait, encore une fois, il y a non-binaire lesbienne, il y a non-binaire gay, non-binaire bi, etc., tout ça, mais c'est une façon peut-être de prendre le problème par les deux bouts. Encore une autre solution qui est peut-être un attendant en attendant, mais qui déjà serait de prendre le problème par les deux côtés. Aussi, comment rompre le contrat hétérosexuel? Ben ça serait analyser les autres éléments qui font de l'hétérosexualité par d'autres lectures, remarquer que c'est pas juste l'orientation sexuelle fixe qui est essentialiste, mais aussi peut-être la monogamie qui se base sur la possession, l'appropriation, le modèle reproductif de la sexualité, et aussi la façon de faire la sexualité, donc tout ce qui est comme vision reproductionniste, représentation symbolique dans les médias, dans la culture, qui ont un impact incroyable. Aussi, tout le fait que notre sexualité d'aujourd'hui est basée sur l'interdit, c'est ça qui excite, et aussi la possession, encore une fois, je le disais 2 fois dans mes notes. On voit que c'est important. Donc aussi, une remise en question de l'amour hétérosexuel en général. En quoi est-ce que c'est supérieur à l'amitié? Pourquoi est-ce qu'on le met autant sur ce piédestal-là? En quoi est-ce qu'il devrait nécessairement mener à une famille nucléaire, à habiter ensemble, à impliquer l'économie personnelle qui devrait durer toute la vie? Donc remettre en question vraiment tout ce que c'est l'hétérosexualité, les moyens d'association qu'ils sont
et même d'habiter. Donc c'est là que je pense que c'est hyper intéressant aujourd'hui, puis il y a une tonne de livres qui sortent depuis quelques années à ce sujet, et je suis très contente. Là, après, certaines personnes vont dire genre OK, mais aujourd'hui, c'est différent d'à l'époque de Monique Wittig où c'était aussi comme les droits gays, qu'il y en avait vraiment pas du tout. Aujourd'hui, t'as le droit d'être gay, tu peux te marier. Mais aujourd'hui, être gay, c'est vraiment juste correct si tu l'es selon le modèle hétéro, comme je disais. Étant donné qu'on a encore... On n'a pas encore socialement parlé du fait que l'hétérosexualité touche tous les autres aspects que je viens de mentionner, ben on pense que l'hétérosexualité c'est juste comme la relation amoureuse puis le mariage puis pouvoir être des papas gays puis des mamans lesbiennes, mais en vrai c'est vraiment plus que ça. L'hétérosexualité, donc le queerness, c'est plus que ça aussi, et tous ces modes d'association là, d'habiter, de famille élargie, qui révolutionnent le travail et tout ça, ce sont toutes des choses qui ne sont non seulement pas permises, mais qui n'existent pas conceptuellement encore. Pas pour dire non plus que comme le modèle de la famille nucléaire hétéro ne pourrait pas fonctionner, là, mais en fait c'est plus de renverser cette hégémonie-là pour que il n'y ait plus la pression sociale à le faire, et que les personnes qui veulent le faire le fassent parce qu'ils le veulent vraiment, et qu'il n'y ait pas de biais culturel, on pourrait dire. Et aussi, évidemment, on va remarquer là peut-être une marque de cet enjeu-là dans le fait que c'est vraiment plus OK d'être gay si t'es comme un homme ou une femme, mais une vraie, hein. Parce que encore aujourd'hui, les lesbiennes butch ou les gars gays qui portent des perruques de filles, qui s'habillent vraiment plus en film et qui sont comme « oui, mais moi je suis un homme gay », on a encore la difficulté à réfléchir à ça sans parler des personnes trans. Donc pour tout le monde qui sont genre « ouais, mais la banque TD est vraiment LGBT friendly », je vous rappelle que c'est pas des fax. Donc. Et aussi, depuis, il y a vraiment plusieurs solutions non-genrées dans le langage, et je crois qu'il faut continuer à les utiliser le plus possible, tout en continuant de trouver d'autres solutions. On se retrouve pour la suite et fin de cette mini-série sur le genre occidental, on pourrait dire, avec Judith Butler, qui terrorise tous les hétéros de cette planète depuis 1990, avec son banger Trouble dans le genre, qui va aussi venir répondre au suspense de Wittig. Je vous demande en commentaire aujourd'hui, selon vous, comment pouvons-nous sortir de l'hétérosexualité? Donc, j'attends toutes vos questions, réactions, commentaires, ajouts. D'ailleurs, rejoignez-moi les dimanches au moins une fois par mois pour créer la discussion. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et en version vidéo sur YouTube. Et je suis retrouvable en tout temps, toujours sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux sous mon pseudo Anne Literarum. C'était Anne Larouche. On se dit à bientôt tout le monde pour les prochaines pages de garce.